Eh bien, bonjour, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette nouvelle rencontre dailyscience.be ici au iLog Science Festival de Bruxelles, en compagnie de Marc Dubois. Marc, vous êtes directeur de la stratégie, donc vous êtes directeur du spatial à la Des programmes SAPCA, spatiaux. des programmes spatiaux. Oui. N'hésitez pas, je très cher. Euh, Directeur donc, des programmes spatiaux, et ça tombe bien parce qu'on parle de spatial cette semaine à la SAPCA. Alors, la SAPCA, je crois me souvenir qu'il s'agit de l'acronyme anciennement de Société Anonyme Belge de Construction Aéronautique, mais on va parler de spatial. Alors, la SAPCA, vous avez fait des avions, des morceaux d'avions, vous êtes toujours actif dans le secteur de l'aéronautique. Oui. Donc la SAPCA en fait a été fondée dans les années 1920. Alors ce qui était amusant à savoir, c'est que c'était en fait fondé à la fois avec une activité aviation civile et de transport. Il y a eu une scission, ça a créé d'une part la Sabena d'un côté et la SAPCA. Et la SAPCA au début a toujours effectué des activités dans les aviations civiles et militaires, puisqu'on sortait de la guerre 14-18. C'était d'abord une activité d'aviation militaire, civile, puis ça a duré jusqu'aux années 40-45. En sachant qu'en fait, la SAPCA est positionnée à Évert, donc là, on est toujours au même endroit depuis une centaine d'années, et là où se trouvait avant l'aéroport de Bruxelles, qui après la guerre a été déménagé à Zaventem, et nous on est resté à Évert. Vous avez eu de l'espace pour vous étendre au fil du développement de vos activités. Oui, on n'a eu pas suffisamment d'espace, ce qui ça fait qu'on a regardé vers le ciel aussi. Et donc pas uniquement les avions, mais on a commencé dans les années 60 toutes les activités espace de la SAPCA. Alors d'abord en développant certaines expériences de vol sur les lanceurs américains, puis ensuite en développant alors avec l'Agence spatiale européenne tout ce qui est la gamme des lanceurs, depuis Ariane 1 jusqu'à maintenant Ariane 6 qui devait voler l'année prochaine. Oui, donc on attend le vol inaugural. Oui, oui, mais c'est comme elle aime bien se faire attendre, on va dire ça. Quoi, ça prend du Ariane, temps. c'est difficile. Oui, enfin, il faudrait qu'elle vole tout de même un jour. Quoi. Enfin, maintenant, c'est prévu, je vais dire, aux alentours de mars, avril, mai de 2024. 2024, d'accord. Donc, depuis les années 60, vous êtes actif dans le spatial. Parlons d'Ariane, puisqu'on est dedans. Enfin, Ariane a commencé dans les années 70, si je ne m'abuse. Dans les années 70, déjà l'Agence spatiale européenne date de 1973. Il y a eu d'autres projets avant ça européens, les fusées évidemment, etc. Mais on ne va pas faire, on va pas faire l'historique des lanceurs européens, on va se concentrer sur ce que fait votre entreprise précisément concernant d'abord les fusées Ariane, on parlera peut-être des autres fusées après. Jusqu'à Ariane 6, donc arrêtons-nous d'abord jusqu'à Ariane 5. Vous produisez à la fois des dispositifs qui permettent de piloter la fusée, on y viendra dans un deuxième temps, et vous avez aussi fabriqué des morceaux du lanceur. Oui. Enfin, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que bon, la SAPCA est une des sociétés les plus importantes en Belgique dans le domaine des lanceurs. Il y a aussi d'autres sociétés, que ce soit dans le sud du pays et maintenant un peu dans le nord du pays, dans la mesure où la Belgique a toujours voulu se positionner dans les lanceurs. Donc ça, c'est clair que c'était un soutien très fort de la part des autorités fédérales et bruxelloises. Alors, au niveau des lanceurs, la SAPCA, alors c'est ça qui est assez amusant, parce que la SAPCA est positionnée à Bruxelles, mais c'est encore au niveau industriel la société la plus importante en Belgique dans les lanceurs. Et on a fabriqué jusqu'à Ariane 5 des éléments de fusées, donc c'était soit des parties basses des fusées. Alors si vous connaissez la configuration d'Ariane 5, il y a un corps central et deux fusées d'appoint, et on faisait la partie aussi supérieure et inférieure des fusées d'appoint. Plus, alors, et ça c'est ce qu'on aime bien dire de manière générale, c'est le seul élément qui est mobile et qui permet de contrôler la trajectoire de la fusée au niveau de toute sa phase de lancement, que ce soit au niveau Ariane 5 ou Ariane 6. Alors Ariane 6, pour différentes raisons, c'est principalement concentré sur les systèmes qui permettent de gérer la trajectoire du lanceur, qu'on appelle en fait les systèmes d'actuation. D'accord. Spécialement là-dessus, ce phénomène que vous voulez glaner, c'est ces systèmes d'actuation. Je vais de manière peut-être un peu simpliste, ce sont par moteur deux gros pistons qui
qui font bouger la tuyère, peut-être un moteur. Oui. Mais c'est plus malin que ça, évidemment. Bon, enfin, c'est pas nécessairement plus malin que ça, c'est un peu plus compliqué, voilà. On va dire ça comme ça. Alors, jusqu'à Ariane 5, c'était des pistons, ça veut dire qu'en fait, c'était un liquide, un fluide qui permettait de faire bouger la tige du piston qui était accroché alors au moteur et donc faisait bouger le moteur. Et c'est par en bougeant le moteur et l'échappement des gaz que la fusée se positionnait et gardait sa trajectoire. Alors, au niveau d'Ariane 6, on a développé des technologies différentes, dont je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique, mais c'est des technologies qu'on appelle électromécaniques, donc il n'y a plus d'huile et que c'est un système de vis qui permet le déplacement du piston. L'avantage de ce système, c'est que c'est d'abord une technologie beaucoup plus à jour et beaucoup plus innovative qu'avant. Et alors, c'est comment je vais dire, un deuxième avantage très important pour nous, c'est l'aspect prix, dans la mesure où c'est tout de même des systèmes qui sont nettement moins chers que les autres. Et c'est un point sur lequel, dans le cas des lanceurs, si on connaît un tout petit peu l'environnement des lanceurs, par exemple avec les lanceurs américains, c'est clair que les lanceurs européens ont besoin de se positionner de manière compétitive. Donc par ces systèmes-là, on parvient aussi à aider un tout petit peu, hein, parce qu'on ne fait que 2 à 3% du lanceur, mais un tout petit peu la compétitivité du lanceur. Donc ça veut dire au final des fusées moins chères, donc c'est plus compétitif et plus intéressant pour des clients qui ont des satellites à lancer de faire appel à la filière Ariane ou à la famille Ariane ou la famille européenne de lanceurs, plutôt que de voir la concurrence ailleurs dans le monde. Mais il y a un désir, et à la limite, là on va entrer trop dans la géopolitique, il y a un désir à ce que l'Europe et la Belgique essayent d'aider à ce niveau-là par les activités de nos sociétés et des sociétés style Safran ou Thales, d'avoir une indépendance et une autonomie vis-à-vis de l'AXA l'espace. Parce que sinon, ça voudrait dire, et c'est le cas d'ailleurs par exemple vis-à-vis des 2 astronautes qui ont été envoyés et le prochain qui devrait être envoyé dans l'espace, le prochain belge, ça se fait systématiquement avec les lanceurs américains pour l'instant, puisque l'Europe n'est pas capable d'envoyer des êtres humains dans l'espace. Et donc le désir avec Ariane 6, c'est d'avoir tout de même cette autonomie au niveau de lancer des satellites. Alors on parle des satellites de télécommunications, on parle, et ça c'est une des plus grandes réussites qu'il y a eu, c'est les satellites Galileo, donc de GPS qui permettent de positionner aussi tout ce qui est les voitures ou autres. Donc, et là, c'est un GPS européen. Et alors aussi d'autres satellites, style le satellite Copernicus, qui a été fort utile lorsqu'il y a eu par exemple les grandes catastrophes climatiques, que ce soit en Belgique au niveau des inondations, ou alors aux États-Unis, lorsqu'il y a eu en Floride. Et alors récemment, mais ça c'est vraiment un sujet tout à fait actuel, mais malheureusement qu'il aurait fallu éviter, ils ont été utilisés pour vérifier les destructions qui ont été commises au niveau de Gaza. Actuellement, la guerre entre le Hamas et Israël. Satellite d'observation de la Terre peuvent observer énormément de choses. Oui, tout à fait, tout à fait. Naturelles, mais aussi des activités humaines. Mais ça n'est pas notre sujet. Nous, on parle de votre entreprise, de la SATA, de ce qu'elle fait dans le monde des lanceurs. On a ébauché quelques applications sur le lanceur Ariane, quelques applications sur le lanceur Ariane, des applications sur d'autres lanceurs également. Oui, alors il y a, en fait, pour l'instant, il y a énormément de projets de lanceurs qui se mettent en place en Europe. Il y a ce qu'on appelle les lanceurs institutionnels, qui sont des lanceurs qui sont là depuis une vingtaine d'années et qui sont d'une part Ariane, et un autre lanceur qui est développé principalement par l'Italie, qui s'appelle Vega. Et c'est un lanceur de plus petite dimension. Alors si on donne des tailles, Ariane serait capable de mettre de l'équivalent de 10 à 12 tonnes en orbite. Vega, pour l'instant, c'est 1,5 à 2 tonnes. Donc, c'est des beaucoup plus petits lanceurs. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une complémentarité entre les deux, puisqu'on est dans des marchés un tant soit peu différents au niveau taille. Et sur ces systèmes-là, sur Vega, on fait exactement la même chose que sur Ariane 6, c'est-à-dire des systèmes qui permettent d'actionner les tuyères, d'une part, et certaines structures d'autre part. Avec les cerveaux, comment je sais est-ce que vous êtes présent ou est-ce que vous comptez être présent sur tous ces nouveaux projets de micro-lanceurs ou de très petits lanceurs? Parce que là, une tonne et demie à passer en orbite, ça reste quand même quelque chose d'important, mais on assiste à l'évolution de quelques satellites. Oui, oui, on est en contact avec différentes sociétés. Alors, pour l'instant, c'est principalement en Europe.
On a eu des contacts avec des sociétés en Allemagne, en France et en Italie et en Espagne, pardon, de manière à pouvoir utiliser nos systèmes sur ces nouveaux lanceurs. Alors, il y a une différence entre les deux types de développement, c'est que les systèmes institutionnels sont assez, comment je vais dire, normalisés au niveau du développement, tandis que les systèmes nouveaux lanceurs, c'est un peu l'équivalent de ce qu'il fait actuellement aux États-Unis avec SpaceX, c'est-à-dire des systèmes qu'on essaie de développer de manière beaucoup plus rapide, peut-être avec des échecs beaucoup plus grands, mais en se disant qu'on va apprendre plus vite des échecs que d'être relativement lent avant de finaliser un développement. Ce qui veut dire que de notre côté, on doit aussi avoir une certaine approche différente, et ça qu'on essaye d'être, comme on reprend l'expression, souple et agile. Oui, l'agilité, quelque chose qui est très à la mode ces dernières années dans l'industrie également. Précisément, en termes d'agilité, est-ce que je reviens à Ariane 6, qui n'a pas encore fait ce rôle inaugural, et peut-être un jour pourrait emmener les astronautes en orbite, si j'ai bien compris, c'est ce que vous me disiez. Ça pourrait être moyennant une évolution, oui. D'accord. Et ça veut dire que les systèmes Ariane 6 pour envoyer les êtres humains en orbite doivent être encore plus sûrs que Ariane 6 ou que Ariane 5 actuellement. Il y a un taux de succès quand même phénoménal. Et on prend encore moins de risques, on prend vraiment des risques dans le succès, encore moins de risques quand il s'agit d'une aviation. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous faites de la recherche pour améliorer continuellement votre produit? Oui, on fait de la recherche, en fait, à deux niveaux. Il y a beaucoup de collaborations qui se fait avec les universités ou des centres de recherche. Bon, je crois qu'il y a eu ici à Bruxelles, par exemple, le plateau Duc, avec lequel on travaille aussi. Il y a l'ULB, il y a l'ISIP, donc qui sont plus des centres universitaires ou des centres de recherche avec lesquels on développe. Parce que eux, ils ont une connaissance qu'on n'a pas dans la mesure où c'est très scientifique et ils ont beaucoup plus d'atouts que nous. Nous, notre recherche, c'est ce qu'on appelle beaucoup plus appliqué, c'est-à-dire qu'on a un certain niveau et on regarde toujours en finalité le produit que l'on désire faire. Alors à ce niveau-là aussi, ne fût-ce que par l'aspect compétitivité, on essaye toujours d'être en avance de phase vis-à-vis des recherches, ce qui veut dire qu'il y a toujours chez nous des ingénieurs ou des personnes qui passent le temps pour améliorer nos produits et les rendre beaucoup plus fiables, beaucoup plus compétitifs et alors beaucoup plus performants aussi. Et une autre grande tendance qu'on observe essentiellement aux États-Unis pour l'instant, ce sont des parties de fusée qui sont réutilisables des premiers étages pour pouvoir revenir sur Terre et puis qui sont rafistonnés, j'ai envie de dire, on n'est pas très gentil, mais qui sont vérifiés en tous les cas, remis en état, et puis que d'autres plus à nouveau un lanceur et en orbite des satellites. Est-ce que c'est un type d'évolution qui vous concerne aussi? Oui, ben on est impliqué dedans depuis maintenant 4-5 ans, parce qu'il y a un projet européen un peu plus tard que le projet américain, vous dites ça ainsi, mais qui se développe pour l'instant de faire un étage réutilisable. Bon, c'est un projet qui s'appelle Thémis, et dans lequel on est partie prenante aussi pour des structures et nos systèmes d'actuation. En sachant que nos systèmes d'actuation, et c'est ça qui est intéressant, parce que on n'a pas que la finalité au niveau des tuyères, mais on les utilise aussi, puisque les systèmes réutilisables, à un moment, vont réatterrir. Ce qui veut dire que pour atterrir, d'ailleurs, on l'a vu avec les images de SpaceX lorsqu'il a fait réatterrir ses premiers étages, ont des sortes de flaps qui doivent être guidés pour assurer un atterrissage en douceur. Et on est en train de développer les systèmes qui vont actionner et contrôler ces flaps. Et ça, c'est quelque chose où il y aurait des premiers vols qui seraient faits en 25 et un vol commercial, a priori, ça serait plutôt en 27. Ah oui, donc c'est demain, on vient de prévoir. Oui. On va dire après-demain. Demain, d'abord, on va faire voler Ariane 6. Hein. Oui. Après-demain, on verra. Mais on ne doit pas amener Ariane 6 au sol. Non, pas contrôlé. Non. Ça ne crois pas que ce soit un ordre du jour. C'est le même genre de technologie, c'est aussi des actuateurs pour ces flammes. Oui, c'est ça. Et en fait, on a fait une expérience aussi il y a 5-6 ans avec un véhicule de réentrée qui a été développé par l'ESA et sur lequel on a mis nos actionneurs. Bon, comme ça, un véhicule de réentrée, il n'y avait pas de moteur, mais il y avait des flaps qui permettaient de guider la trajectoire de réentrée. Et donc ça, c'est un premier exemple qu'on a eu de nos actionnaires sur une autre application que les moteurs, et là, on les réutilise. Alors, c'est pas du tout les mêmes puissances, puisque c'est des puissances beaucoup plus faibles,
mais c'est la même technologie qui est utilisée. Donc on a plusieurs modèles d'actionneurs en fonction de l'application que l'on désire avoir. Élargissons un tout petit peu le débat. Vous avez plusieurs casquettes. Oui. Vous n'êtes pas que directeur du spatial à la SACEM, pour faire court, mais vous présidez aussi un groupement d'acteurs spatiaux bruxellois. Qui sont-ils? En fait, bon, c'est ce qu'on appelle, c'est un nom, l'acronyme c'est le BAC, hein, c'est BAG pour Brussels Aerospace and Defense Group. C'est en fait une association qui reprend, on est une quinzaine à peu près, 5-6 industriels, des centres de recherche, je parlais du plateau Duc, des universités, de manière à se grouper ensemble, à avoir une vision commune et à développer aussi des activités pour pouvoir promouvoir tout cet aspect-là dans le public. Par exemple, il y a 3 ans, ce qu'on avait fait, c'était un petit concours au niveau des écoles qui était de promouvoir un Bruxellois sur Mars, en l'occurrence sur la Lune. Et il y a eu des concours qui ont été faits avec des idées. Bon, le projet était par exemple des dessins, des petites vidéos, des choses comme ça. Et le premier prix avait été un séjour avec Franck De Winne au centre, au centre des astronautes à Aix-la-Chapelle. Le deuxième, c'était à Redu. Alors là, il y avait une moyen de faire une petite expérience d'apesanteur parce qu'à Redu, il y a des systèmes qui permettent de simuler l'apesanteur. Je crois que les enfants, les écoliers, je vais dire plutôt, se sont bien amusés là-bas. Et c'est un des objectifs, c'est de pouvoir en fait, même si notre secteur est relativement complexe, pouvoir le diffuser et le faire connaître à différents niveaux, que ce soit au niveau des étudiants, des écoliers ou autres. J'entends une question pour vous, Marc. Vous entendez que vous êtes passionné par ce que vous faites à vos secteurs. Et j'imagine qu'il y a sans doute un élément, une chose qui dans votre carrière vous a marqué plus qu'une autre. S'il fallait retenir de votre expérience spatiale une chose, ce serait quoi? Alors, je vais en dire 2. Bon, d'accord. Il y en a une, c'était d'assister à un vol. Et bon, alors, assez bizarrement, je travaille depuis 30 ans dans le spatial, mais je n'ai jamais été assisté à un vol d'une fusée aérienne, mais bien d'un Space Shuttle. Et de voir le décollage d'un Space Shuttle, c'est très amusant parce que vous voyez l'image, donc la fusée qui décolle, et le son, le bruit du décollage n'arrive qu'en décalage. Et comme impression, c'est très impressionnant. Et l'autre événement qui m'a marqué, c'est que j'ai eu l'extraordinaire chance de vivre certains moments en apesanteur. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des vols paraboliques qui vous permettent de faire 20 secondes en apesanteur, 30 paraboles en un vol. Et donc, ça m'a permis de faire une centaine de paraboles et de moments d'apesanteur. Et de vivre l'apesanteur, c'est des tout petits moments, mais c'était même très impressionnant et ça reste en mon souvenir. Quelques secondes à chaque fois, c'est ça? C'est une quinzaine de secondes à chaque fois. Alors, pour le fun, on faisait l'expérience, on essayait de faire les expériences le plus vite possible. Comme ça, les dernières paraboles, on pouvait s'amuser. À flotter voilà. Dans la cabine de l'avion. Donc ça se fait avec un avion, hein. C'est un avion qui vole. Oui, c'est un qui monte. Et quand il descend, il y a un effet qui fait que la gravité se trouve être suspendue provisoirement. Marc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous en prie. Voilà. Et merci.